Salut. Étant donné qu'en ce moment on donne de plus en plus d'importance au mouvement féministe, et c'est une très bonne chose, je me suis dit qu'il était peut-être temps de parler de la place des femmes dans la fantasy, et plus particulièrement dans l'œuvre des Salauds gentilshommes de Scott Lynch. Actuellement on a une grosse trilogie, donc aux éditions Brajlon, et chaque couverture évidemment est un petit régal. Et si 3 tomes ont actuellement été traduits en France, il faut savoir que ce sera une saga en 7 tomes, et que le 4e est d'ores déjà disponible en Amérique. Alors évidemment, parce que l'auteur est américain, il habite aux États-Unis, donc ça aide pas mal. Pour faire un petit topo sur les Salauds gentilshommes, on suit une bande de jeunes voleurs qui s'attaquent à un gros poisson en voulant détrousser des nobles de leur magot pour se l'approprier, juste s'enrichir, avec le rêve, l'espoir fou d'un jour aller ailleurs avec tout cet argent amassé. Et malgré tout, nos héros prennent trop de goût justement à ce petit jeu de vol, ce petit jeu de face-passe et des fausses identités, ils aiment beaucoup ça. Jusqu'au jour où justement ils se font avoir par plus malin qu'eux et un mage vient les chercher pour les menacer et du coup ils doivent exécuter les ordres du mage ou sinon ils se feront buter. Voilà, c'est concrètement le scénario des Salauds gentilshommes, le tome 1. Certes, j'ai expliqué de façon un peu simpliste, j'ai exagéré les choses et j'ai fait très vite aussi, sous forme de pitch, mais c'est quand même une de mes sagas favorites. Voilà, sachez-le, je vous dis juste ça comme ça, les Salauds gentilshommes de Scott Lynch. Et je voulais en parler pour m'attarder sur le point qui m'avait intéressé lors de ma première lecture et qui m'intéresse encore, qui est la place des femmes dans les Salauds gentilshommes, parce que je n'ai jamais vu de livre dans lequel les femmes sont aussi badass, aussi classe, et dans lequel elles dominent complètement les hommes à tous les niveaux. C'est assez incroyable d'ailleurs, et rien que pour ça, je vous recommande la lecture, ça vaut le coup d'œil. Et je ne vais pas hésiter à comparer à d'autres œuvres. On a par exemple les femmes dans Gagner la guerre, où elles ne sont finalement pas très importantes, il n'y a pas beaucoup de personnages féminins qui prennent le dessus sur les autres personnages féminins et encore moins sur les personnages masculins, surtout dans la mesure où Don Benvenuto a tendance à considérer les femmes comme de simples passe-temps, et qu'il n'hésite pas à violer la fille de son patron. Certes, sans la souiller, puisque c'est par derrière. Du coup, c'est ce qu'il avance comme excuse pour dire à son patron qu'il n'a pas du coup sali l'honneur de la famille. Mais bon, une façon de voir les choses. On a Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Alors là, pour le coup, si vous êtes un peu familier avec la série, que vous regardez HBO et que vous adorez les personnages féminins avec des dragons qui virevoltent autour, vous devez certainement connaître. En plus, c'est un phénomène. C'est sorti depuis les années 90. Dans Game of Thrones, on a vraiment de tout. C'est vraiment très réaliste pour ça. On a des femmes complètement soumises, des femmes fragiles, des femmes fortes, des femmes très fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi le schéma de plusieurs femmes fragiles qui deviennent des femmes fortes de par les expériences difficiles qu'elles subissent. Et c'est très intéressant, comme par exemple le personnage d'Arya, le personnage de Sansa, Daenerys qui débute avec rien du tout et qui finit avec 3 dragons et des armées à l'infini. Enfin, c'est quand même assez original, non? Enfin, ça arrive pas souvent qu'une femme gagne autant. On a Cersei qui est très machiavélique. On a ensuite par exemple les épées de glace. Alors ça, c'est, je pense, ma saga française préférée. Le personnage principal de l'histoire, qui s'appelle Rek, qui est un baron, un vétéran de la guerre, explique à un autre personnage, un autre des protagonistes principaux, qui est une femme, Shani, et il lui explique que dans un combat d'un homme contre une femme, l'homme aura toujours le dessus parce qu'un homme est par définition plus fort, quoi qu'il arrive. Peut-être au niveau de la morphologie, un homme peut-être plus costaud, ce que vous voulez. En attendant, je pense que déjà la fantasy, les films et la réalité a bien montré qu'une femme peut éclater un homme comme elle veut, dans certains contextes quand même. Hein. Si elle est plus entraînée que lui, si elle est plus rapide, si elle est plein de choses. On peut pas juste dire un homme est plus fort qu'une femme, point. Donc là-dessus, j'étais pas du tout d'accord avec le personnage principal. Je détache quand même ça de ce que pense l'auteur réellement, parce que l'auteur nous montre justement, dans Les épées de glace, qu'une femme peut très bien s'en sortir face à un homme. Il le prouve ensuite par les faits, même si son personnage principal pense ça. Donc toujours à faire attention quand même à bien différencier à la fois la pensée de l'auteur et les pensées de ses personnages. C'est pas pareil. Après, évidemment, si je montre des personnages féminins qui sont absolument tous soumis, que des femmes battues, violées, fracassées, tristes, qui n'osent jamais dire non à un homme, si je ne dépeins que ça dans mon histoire, là quand même on pourrait commencer à se poser la question de: est-ce que c'est problématique de penser ça? Est-ce que c'est pas un brin sexiste? Et surtout, est-ce que je vois pas une sale image des femmes? Après, il y a l'excuse de ok, c'est de la fantaisie médiévale, du coup à l'époque c'était comme ci comme ça. Oui, mais même à l'époque comme ça, il y avait des femmes qui avaient beaucoup de pouvoir, et même sans parler du pouvoir, des femmes qui étaient très fortes, qui, à l'aide d'intrigues, de manigances et même de poison ou d'armes ou d'assassinats, parvenaient à monter dans la hiérarchie et à juste écraser les hommes en dessous. Du coup, ça ne veut strictement rien dire. Voilà, on ne peut pas mettre d'étiquette sur les femmes comme ça dans la fantasy, ni rien du tout. Et c'est là où, justement, l'œuvre de Scott Lynch était très intéressante. Dans Les Salauds gentilshommes, il n'y a que des personnages féminins très forts.
très fort. Tous. Il n'y a pas un seul personnage féminin qui est victime, soumis, ce que vous voulez. Alors bien sûr, évidemment, les personnages masculins comme féminins dans les salauds gentilshommes subissent le coup du sort, la mort des proches, la tristesse, le désespoir, finissent par combattre, mais malgré tout, ils sont forts. Alors qu'au niveau des hommes, dans les salauds gentilshommes, nous avons des pauvres locks, vraiment. Et mais du côté des femmes, que des badass. C'est incroyable, incroyable. On a par exemple Sabetha, alias Beth, Sabetha. Bref, on s'en fout, je dis ça à la française, voilà, comme ça tout le monde comprendra. On a Sabetha, qui est un personnage récurrent qui apparaît principalement dans le 3e tome, mais qui est largement évoqué dans les tomes précédents comme étant justement une jeune fille au comportement très turbulent, compliqué, et qui est très forte psychologiquement, et qui souvent d'ailleurs surpasse toutes les personnes qui la concurrencent, et qui sont majoritairement des mecs. On a le couple d'aristocrates que le personnage principal, Locke, essaye de détrousser, dont la femme finalement est la personne qui gère ce couple. C'est-à-dire que financièrement, en termes de manigance, c'est elle qui fait tout. Et elle a des contacts avec un autre personnage important du 1er tome qui se fait appeler l'araignée. Et l'araignée étant une femme, et bien c'est une vieille dame qui dirige absolument tout ce qui se passe de près ou de loin dans la ville principale de l'intrigue, qui s'appelle Camor, et elle tire absolument toutes les ficelles. Dans le tome 2, Locke et son ami Jean font la rencontre d'un homme appelé Requin qui dirige une espèce de tour de piste dans lequel chaque étage correspond à un niveau avancé de jeu, donc on y fait du poker, des jeux de cartes, et ils y trichent abondamment. Et la seconde du personnage qui dirige les lieux, alias Requin, s'appelle Célendry. C'est une femme qui a déjà la moitié du visage ravagé, une lame dans la manche, et qui n'hésite pas à trucider à tout va pour protéger ses biens et protéger son maître, qui finalement n'est pas seulement son maître, mais aussi quelqu'un de proche d'elle. Au niveau des pirates, nous avons Zamira Drakasha, le capitaine du bateau, ainsi que sa seconde de commandement, Ezri. Les deux femmes sont des exemples de respect, de tolérance, mais aussi de puissance et de force. Elles sont intransigeantes avec les règles dans leur bateau. L'équipage est à leurs ordres, l'équipage les respecte et personne ne va leur chercher une petite bête parce qu'ils savent très bien que s'ils le font, c'est un aller simple pour les requins derrière le bateau. Bon, voilà pour ça. Et ça m'a amené à me questionner comment ça se fait que dans les œuvres de fantasy que je lis pour la plupart, les femmes sont très loin d'être mises en avant. On a par exemple dans Gagner la guerre un exemple typique à la fin du tome, quand Léonide Ducatore, le patron de Benvenuto Gesufal, dit justement à la femme d'un de ses meilleurs amis qu'elle n'est qu'une femme et que du fait de son statut de femme, c'est normal que personne ne l'ait mise au courant de quoi que ce soit. Sous-entendu des intrigues politiques de son mari. Ça en dit quand même long malgré tout sur la place des femmes dans la fantaisie, dans certains types de fantaisie médiévale. Il faut être quand même franc aussi au bout d'un moment, surtout à l'époque médiévale. Et alors, comme j'ai dit, évidemment, il y a des femmes qui sont très largement sorties du lot. Pour autant, beaucoup étaient, je dirais, asservis finalement par les hommes, par le patriarcat, parce que vous voulez, mais qui représente la domination masculine, qui fait que dans les écrits qu'on fait aujourd'hui, dans ces livres de fantaisie médiévale, les femmes ressemblent souvent à cette image, à ce cas en fait, à ce cas de femmes sous la coupe du patriarcat. Et c'est assez intéressant de voir que certains auteurs et autrices essayent de s'affranchir de ça et le font avec brio. On a pu voir par exemple dans Game of Thrones, encore une fois, on a vraiment de tout. Ça va de la femme soumise à la femme extrêmement forte qui dirige le game et qui détruit tout et qui déplace ses ponts sur un échiquier, jusqu'à les épées de glace où on a un gars un peu brutal, réfractaire, qui dit que pour lui une femme ça ne gagnera pas face à un homme. Sous-entendu, la femme doit user de quelques perfidies pour gagner, chose qui est largement démontrée du coup que non, ce n'est pas le cas. On a le salaud gentilhomme qui pour moi se met à part. On a toujours évidemment des livres avec des femmes fortes, des femmes faibles, des femmes... Mais le salaud gentilhomme, alors, c'est pas que ce soit bien de n'avoir que des femmes fortes. Parce que dans la réalité, évidemment, toutes les personnes que nous rencontrons, et là c'est femmes comme hommes, on a tous une sensibilité propre qui fait que on est fragile parfois. Certaines personnes sont plus fragiles que d'autres, sont plus émotives, prendront plus à cœur une insulte qu'une autre, ou une agression, ou du harcèlement, ou ce que vous voulez. Mais effectivement, dans les seuls gentilshommes, pour une fois ça change, et il n'y a que des femmes fortes. Je n'ai pas vu une seule femme soumise. Ce sont elles qui tirent les ficelles, ce sont elles qui gèrent tout, et c'est assez impressionnant de voir avec quel génie ça a été fait,
Pour ça, Scott Lynch, je trouve qu'il a été vraiment brillant dans la façon dont il a mis en place son univers et l'emplacement des femmes dans son univers, c'est-à-dire souvent au-dessus de l'échelle, au-dessus des hommes, et toujours avec 3 coups d'avance. Et c'est plutôt un combat de femmes contre femmes qui dirigent des pions entre elles, et ces pions sont souvent du coup des hommes qui ne savent pas justement qu'ils sont les pions d'un tel ou d'un tel. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes intelligents dans le seul gentilhomme, hein, loin de là. On a par exemple l'Archonte dans le 2, nous avons Requin dans le 2, pareil, dans la maison de jeu qui est extrêmement intelligent et qui plume bien les héros de l'histoire. Dans le 3 par exemple, un personnage masculin fort dans le 3, bah franchement j'en vois pas. À part les personnages principaux et quelques personnages qui se détachent, je ne vois pas de vrais personnages très forts. Il y a une différence entre des personnages forts et des personnages qui me font une forte impression. Je me demandais, est-ce que ça ne deviendrait pas plutôt de plus en plus courant justement de voir des personnages féminins forts émerger comme ça de cette masse de livres de fantasy. Et là pour une fois je ne parle que de la fantasy, vraiment que de la fantasy. Je trouve que c'est un changement qui est positif si ça se démocratisait, à savoir d'avoir que des personnages féminins forts. C'est une bonne chose à mon avis, parce que déjà ça change, moi j'aime le changement. Et avoir des personnages féminins forts de façon récurrente dans un tome, voire on va dire tout le temps, 100% du temps, c'est quelque chose qui donne un sentiment d'allégresse. Quand on lit ça, ça fait plaisir. Et même si les personnages féminins qui sont contre les héros, du coup, qui pour nous sont du mauvais côté de la barrière, peuvent nous paraître méchants, mais qu'est-ce qu'elles sont badass, mais qu'est-ce qu'elles sont classe. C'est ouf. Je pense notamment à Patience dans le tome 3. Oui, Patience, c'est son nom, je sais, ça peut faire un peu bizarre. Je pense à Patience, qui est une des grandes leaders ou leadeuses. Je sais pas si on dit une grande leader ou une grande leaduse, sachant que c'est un mot anglais. Bref, voilà, peu importe. Renseignez-moi en commentaire, parce que j'avoue, je ne sais absolument pas si on peut justement transfigurer comme ça sur des termes anglais. Me répondre, oui, mais les femmes que tu dépeins, ce sont des femmes qui sont fortes juste parce qu'elles manipulent les gens autour d'elles. Et ça peut donner une image négative de la femme. Alors à ça, je répondrais non. Voilà. Non, parce que justement, ce n'est pas parce qu'une personne manipule que c'est nécessairement une mauvaise chose dans un livre. C'est-à-dire ça ne va pas c'est pas parce que des femmes manipulent dans un tome qu'on va dire que toutes les femmes sont des manipulatrices. Regardez Game of Thrones, toutes les femmes, franchement, enfin pas toutes les femmes importantes du show, donc je pense à Daenerys, Arya, Sansa, Cersei, et certainement quelques autres que j'ai pas en tête là actuellement, mais elles ont toutes manipulé de près ou de loin pour parvenir à là où elles en sont, et pour autant, est-ce que ça veut dire que ça dresse un mauvais portrait d'elles? Franchement, je ne crois pas. Et au contraire, je pense que c'est même une bonne chose, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à esquiver tous les petits problèmes comme ça qu'il y avait un peu partout pour s'élever dans la hiérarchie, pour s'élever justement auprès des hommes, aux yeux des hommes, et je trouvais que c'est une très bonne chose. Et malgré tout ce que je viens de dire, il ne faut pas non plus perdre de vue que même si j'adore la place des femmes dans les salauds gentilshommes, ce ne sont pas des personnages entre guillemets principaux. Elles sont là, elles sont bien plus que figuratives, c'est clair, mais il n'y a que 2 personnages vraiment principaux dans le salauds gentilshommes, c'est Jean et son meilleur ami, Locke. Locke étant le personnage principal de l'histoire. J'ai adoré le seul gentilhomme, déjà pour l'histoire en elle-même, pour l'écriture, pour les dialogues, pour tout ce qui fait que ce livre pour moi est un vrai chef-d'œuvre en termes de fantaisie, d'inventivité scénaristique. Mais je dois quand même avouer que avoir un livre où les femmes détrônent tout le monde, où elles tirent toutes les ficelles, où elles peuvent manipuler la satiété autant qu'elles veulent, où les hommes ne sont que des objets finalement, les rôles s'inversent un petit peu, et bien ça fait plaisir à lire. C'est peut-être un plaisir malsain, je ne le cache pas, mais ça fait plaisir. C'est comme tout, le changement est toujours positif, et j'encourage à mort le changement, parce que tant qu'il y en a, il faut en profiter, il faut le saisir, il faut le lire. Peut-être que ça deviendra une norme plus tard, peut-être pas, je ne sais pas. Moi j'espère lire toujours des œuvres de fantasy où les femmes seront sensibles sous la coupe des hommes et qu'elles arriveront à se révolter. J'ai un peu bugué pour dire ça, blablabla. J'avais envie d'en parler parce que ça m'avait marqué, ça m'avait même touché et je trouve ça vachement sympa. Et je me dis que peut-être que des personnes seront intéressées pour lire Les Salauds gentilshommes parce que ça a changé ma vision du coup sur la place des femmes dans les livres de la fantasy. Et j'en profite pour dire que Gronf est une femelle de 2 ans maintenant et qu'elle est juste géniale, et je pense que si quelqu'un devait dominer le monde, ce serait bien elle. Avec les chats et les chiens et tous les animaux qui sont trop sympas et trop stylés. Et bah ouais, c'est ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère que je vous ai insufflé l'envie de vous lancer dans Les Salauds gentilshommes, parce que c'est un tome vraiment excellent, en fait une saga excellente tout simplement.
tout est une question de point de vue évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la fois sur Le Seul Gentilhomme si vous les avez lus, et surtout à la fois sur la condition et la place des femmes dans la fantasy en général, voire dans la littérature dans son ensemble, ça m'intéresserait énormément. Parce que le sujet tout simplement moi m'intéresse très personnellement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bonne chance pour ceux qui travaillent comme moi, et je vous dis à bientôt, salut.